Et après, un truc que j'aime bien aussi, que je fais pas systématiquement, mais c'est un petit peu faire le point sur ma journée et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et ça, je le fais vraiment tous les jours, quasiment. C'est jamais, je suis pas un moine, donc je fais pas tous les jours, mais très régulièrement, on va dire 9 jours sur 10, c'est qu'est-ce que je peux améliorer dans ma journée. Aujourd'hui, nous allons parler de comment mieux vivre son trouble bipolaire grâce aux différents outils qui existent, tels que la technologie, les formations, mais aussi les professionnels de santé et tout ce qu'il y a autour de la bipolarité. Hello et bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu d'échange autour de la bipolarité. Moi, je suis Clément, le fondateur de Hope Stage, et on accompagne les personnes bipolaires avec une équipe dédiée composée d'un psychiatre, un psychologue et un père aidant. Et moi, c'est Julien, bipolaire diagnostiqué depuis 2014 et en voie de rétablissement. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux vivre sa bipolarité au quotidien et notamment grâce aux différents piliers que nous allons détailler dans cet épisode. C'est un super sujet et au final, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu la synthèse de ce qu'on a pu faire et de ce qu'on a pu apprendre de tout ce qu'on a pu voir. C'est quelque chose qui évolue un peu tout le temps parce que au fur et à mesure, personnellement, moi, je découvre toujours de nouveaux outils, de nouveaux points. Et pour commencer, je pense que le plus important et le début, ça va être l'acceptation. Parce que sans acceptation, on peut pas réellement avancer. On dit exactement la même chose sur les addictions, mais sur même quasiment tous les sujets. Si on n'accepte pas qu'on a un problème, même si c'est pas vraiment un problème, comment est-ce qu'on peut le résoudre? Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur l'acceptation, justement, Julien? Ouais, grave. Déjà, moi, au début, alors c'est pas que je l'avais pas accepté, mais c'est je comprenais pas le truc. Et du coup, je ne pouvais pas intellectuellement l'accepter réellement. Mais quand j'ai commencé à comprendre que voilà, j'étais atteint d'une maladie qui impactait mon humeur, qui avait telle conséquence, tel symptôme, etc., là, j'avais la capacité de me dire, OK, bah, je sais à quoi j'ai affaire, et là, je peux l'accepter puisque je connais le truc, quoi. Mais c'est vrai que tant qu'on ne connaît pas non plus le truc, et c'est peut-être une partie à faire avant l'acceptation, c'est d'apprendre à connaître c'est quoi. C'est Ouais. parce que si accepter quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué quand même. Du coup, ouais, je pense qu'au final, j'ai appris à connaître ce que c'était la maladie. Quand j'ai commencé à bien la connaître, là, j'ai pu l'accepter vraiment parce que je connaissais comment ça fonctionnait, ce que ça avait, quel impact ça avait sur ma vie, etc. Et après, au niveau de l'acceptation, je trouve qu'il y a, pareil, il y a des paliers, tu vois, des piliers, non, des paliers, pardon. Il y a des paliers dans le sens où tu as des niveaux d'acceptation. Au départ, tu acceptes, mais bon, il y a quand même une grosse partie de toi qui le rejette. Au bout d'un certain temps, tu l'acceptes et tu fais bon, ok, bon, ça impacte ma vie, mais bon, je suis ok avec ça. Et moi, aujourd'hui, je suis un peu en mode, je l'accepte et en fait, je suis limite content de ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé, je suis content de ma vie aujourd'hui et ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas vécu tout ce que j'avais vécu avant. Donc aujourd'hui, je suis plus en mode gratitude. Alors pour certains, ça pourra paraître bizarre, mais aujourd'hui, pour moi, c'est comme ça en tout cas. Et pour toi, c'est comment du coup? Ouais, c'est intéressant et c'est marrant puisque nous-mêmes, dans la manière dont on décrit en fait les étapes de notre parcours de soins, on parle d'abord de la compréhension et ensuite de l'acceptation. Et tu vois, j'ai mal introduit le truc et c'est assez marrant que assez facilement, toi, tu retombes rapidement sur les pattes. Ouais, je trouve que l'acceptation, pour ma part, il y a eu deux phases principales. Il y a eu le fait d'être diagnostiqué, qui a été une première acceptation, puisque j'ai pas rejeté le diagnostic. J'ai plutôt trouvé ça logique et je l'ai un peu ressenti comme un soulagement, Ouais, ça dans le soulage. sens où j'ai compris certaines choses. Donc, pourquoi est-ce que j'avais fait des phases dépressives? Pourquoi j'avais fait des phases, dans mon cas, hypomaniaques? Et ça a été quelque chose de positif. Maintenant, ça n'a pas été une acceptation totale. L'acceptation totale, elle s'est faite dans un second temps, lorsque j'ai accepté de devoir changer ma vie, et notamment de ne pas faire pareil que mes amis. Et ça a été une deuxième étape de l'acceptation, qui est de se rendre compte que certaines activités, comme le fait de sortir en boîte, le fait de boire de l'alcool à outrance, n'étaient pas des activités qui convenaient à ma bipolarité. Et c'est des choix qui sont personnels. Mais ça a été, je trouve, une deuxième étape parce que c'est le fait de comprendre qu'on est limité sur certaines choses et qu'à contrario, on est un peu moins limité, voire même un peu différent et qu'on peut même surperformer sur autre chose. Et ça, pour moi, ça a été la deuxième phase.
Euh, et toi, je ne sais pas de ton côté si tu avais autre chose, mais je pense que la question à vous poser par rapport à l'acceptation, c'est comment est-ce que je décrirais moi-même ma bipolarité et comment Mhm. est-ce que je la décris lorsque j'en parle à ma famille, à mes amis. Et réfléchissez au fait de est-ce que vous le décrivez de manière positive, de manière négative, et surtout, est-ce que vous avez dans votre acceptation pris en compte cette différence dans votre vie et est-ce que vous avez réussi à remplacer ce que vous ne pouvez pas faire par autre chose? Et Ouais. moi, je trouve que c'est un peu ces questions à se poser. Ouais, puis et ça va être le- la continuité du podcast, c'est le côté en discuter aussi avec un professionnel pour voir comment on communique dessus. C'est-à-dire que la façon dont on va communiquer dessus va aussi déterminer est-ce qu'on l'accepte ou pas. Parce que si on est dans le déni, on va pas communiquer de la même manière à son psychiatre, à son psychologue ou à ses proches, hein, tout simplement que si on accepte la chose, en fait. Moi, je sais qu'au départ, donc avant que je sois diagnostiqué, j'avais quand même des signes annonciateurs. Par contre, j'étais dans le déni. J'étais en mode, mais non, je n'ai pas envie d'aller voir un psychologue, ça ne va servir à rien, il faut discuter, machin. Donc, j'étais dans le déni. Par contre, après, ma communication a complètement changé. J'ai compris que j'avais quelque chose. Du coup, j'ai cherché à comprendre ce que c'était et après de communiquer avec, donc dans un premier temps, mes proches, mais aussi en même temps, puisque le diagnostic il s'est fait après une bouffée d'énergie aiguë, les professionnels de santé. Et là, j'avais pas le choix en fait. Donc, j'ai changé ma communication et j'ai changé aussi ma manière de voir comment je devais accueillir la maladie, quoi. C'est aussi la manière dont on le présente aux autres qui va Ouais. montrer ou pas son niveau d'acceptation. Tout le monde n'a pas besoin non plus du même niveau d'acceptation et chacun a son propre niveau d'acceptation et sa volonté de prendre ou pas en compte sa bipolarité. Et ça dépend aussi de sa bipolarité. Parce que, je le dis toujours, il n'y a pas une bipolarité, il y a des bipolarités. Et Mais selon qu'on soit plus ou moins atteint, selon aussi nos objectifs personnels, on ne va pas avoir à faire les mêmes choses et à changer notre vie de la même manière. Et c'est vrai que tu l'as assez bien introduit, la compréhension de l'acceptation amène la compréhension du besoin de se faire accompagner. ouais. Et on peut difficilement, une fois qu'on a accepté cette bipolarité, pouvoir balayer d'un revers de la main le fait de se faire accompagner par des professionnels de santé. Et pour ça, il y a plusieurs professionnels de santé. Alors, chez Upstage, nous, on se concentre principalement sur trois types de professionnels. On va avoir le psychiatre, le psychologue et le père aidant. Et en fait, en regardant des études principalement à la pointe de la recherche scientifique, donc ce qui se fait aux États-Unis, on se rend compte c'est que c'est en ayant un accompagnement qui est global que la personne va réussir à trouver son chemin vers leur établissement et le Saint Graal et sacro-saint stabilité qui est généralement en lien avec son objectif de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Comment est-ce que, parce qu'on a parlé un petit peu déjà de l'accompagnement, mais comment est-ce que toi, tu le vois, cet accompagnement, et qu'est-ce qui est le plus important, comment tu fais dans ton cas? Ouais. Et ben, bon, en fait, c'est sur quoi je vais partir en plus. En fait, ce que vous proposez chez Upstage, pour moi, et même je trouve qu'il y en a que deux pour moi qui sont indispensables. C'est psychologue et psychiatre. Ça, c'est indispensable. La pérédance, c'est un plus. Je l'ai jamais utilisé, donc pour moi, c'est pas indispensable du Si, coup. entre guillemets, parce qu'on le fait un peu Oui, ensemble. on le fait ensemble. Oui, c'est vrai qu'on le fait ensemble. Et ouais, non, mais si, ouais, bah oui, complètement faux. Et ça fait plus d'un an qu'on le fait en plus. Bon, bah voilà, c'est essentiel. Les trois sont essentiels. Ouais, mais c'est rigolo parce qu'au Oui, final, non, mais c'est vrai. on est devenus potes et on se rend même plus compte qu'on le fait ensemble. Alors que ouais, c'est vrai, on le fait tout ensemble une fois par semaine. On se téléphone du coup pendant au moins 1 heure et on partage bah, sur nos challenges, nos objectifs, nos états d'humeur. Donc oui, en fait, c'est de la pérédance, mais oui. Et j'avais pas. Alors que tu me l'as déjà dit plusieurs fois en plus. Et c'est vrai, je le titre pas assez. Donc si les trois sont indispensables pour moi, en fait, Et, finalement. je pense que ça dépend de chaque personne. Et nous, on a cette conception qui est pluridisciplinaire, donc avec plusieurs personnes. Maintenant, chacun reste différent. J'ai tendance à dire, s'il y en a bien un où en fait vous devez passer par cette étape, c'est le psychiatre.
Maintenant, il ne faut pas oublier qu'à un instant T, vous allez avoir besoin des trois. Et ça va être notamment au moment du diagnostic, lorsqu'il y a potentiellement un début de phase, lorsqu'il y a potentiellement une hospitalisation ou après une hospitalisation. Et ensuite, c'est comme tout, vous allez pouvoir granulairement réduire ou arrêter certains de ces accompagnements et certaines séances, ou même modifier le nombre de séances. Maintenant, c'est nous, notre approche, c'est de dire qu'il faut commencer par les trois et qu'ensuite, on va être capable de déterminer ensemble bah, comment est-ce qu'on peut vous accompagner et de quelle manière le faire. Maintenant, ne pas aller voir un psychiatre et ne pas avoir de traitement, ça peut marcher pour certaines personnes. C'est principalement les personnes qui ont été stables depuis très longtemps, qui ont tout bien mis en place dans leur hygiène de vie, où ça fait 15 ans qu'ils ne sont pas rechutés. Et encore, là, on parle vraiment de l'exception qui mérite d'être citée parce que ça existe, mais c'est pas la majorité. La majorité, pour ma part, moi, c'est psychiatre, père aidant. Et en fait, le psychologue, c'est pas exactement un psychologue, mais en fait, mon psychiatre fait de la psychothérapie. Et en complément, j'ai la chance de faire aussi du coaching, que ce soit avec Julien et même avec une autre coach. Donc, j'ai quand même créé aussi énormément de personnes autour de moi qui vont être mon équipe pour me permettre d'accomplir justement mes objectifs de rétablissement. Et c'est vraiment intéressant de voir ça de manière granulaire, ce qu'on n'a pas encore fait à proprement dit, mais qu'on serait intéressé de commencer à faire chez Upstage, c'est justement de recréer ce concept de binôme, comme nous on a pu faire ensemble, Julien, d'avoir en fait deux personnes qui sont dans la même situation, qui vont pouvoir s'entraider, notamment parce qu'on ne va pas se le cacher, ça permet que ça n'ait pas de coût supplémentaire pour le patient. Et donc, c'est mieux pour vous. Et donc, voilà, c'est un peu l'objectif. C'est vrai que j'en parle jamais, mais je pense que c'est important de le dire. Nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fonctionne? C'est-à-dire que lorsqu'on vous accompagne avec Upstage, vous allez payer les séances, que ce soit chez le psychiatre ou chez le psychologue. Sur la partie pérédance, on essaye de faire en gratuit quand on peut le faire. Maintenant, je pense que ce ne sera pas systématique. Aujourd'hui, c'est moi qui fais de la pérédance et j'essaye, lorsqu'il y a peu de patients, de pouvoir le gérer. Maintenant, j'ai bien conscience que si ça continue comme ça, je vais devoir soit le passer en payant, ou soit essayer de trouver un autre modèle, peut-être avec des choses qui seraient payantes. Il faut savoir que les services d'obsèques sont remboursés par la sécurité sociale, comme vous pourriez l'avoir avec des consultations libérales. Donc, si vous allez voir un psychiatre, il est remboursé par la sécurité sociale. Donc ça, c'est, je pense, essentiel de bien le comprendre. Et puis, ça a été aussi assez difficile à admettre, mais on a accepté le fait de bien différencier les choses et de dire que si on veut accompagner avec le meilleur service possible, on a besoin de rémunérer et de bien rémunérer les professionnels de santé. D'où la logique d'avoir la séance à 70 euros pour avoir des professionnels qui soient réellement experts et qui puissent prendre le temps avec vous. Et c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce que ça a été un peu un calvaire à devoir prendre cette décision parce que je ne fais pas ça pour des raisons financières. Pour autant, j'aimerais quand même à terme pouvoir me rémunérer. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, alors que pourtant on a bien avancé. Mais c'est pour vous dire, et je pense que c'est important d'être assez transparent là-dessus, que gagner de l'argent dans la santé, c'est pas simple. Et si jamais il y a des gens qui souhaitent gagner de l'argent, n'allez pas dans la santé. À la limite, peut-être que vous pouvez devenir chirurgien ou dentiste, mais c'est peut-être les seuls métiers qui payent assez bien. Et même les psychiatres, vous pouvez avoir cette image, ou c'est les psychologues qui veulent gagner de l'argent. Mais sachez que par rapport à leurs compétences, s'ils avaient travaillé dans d'autres secteurs d'activité, ils gagneraient bien mieux leur vie. Un psychiatre, c'est un spécialiste en médecine. Si jamais il avait choisi une autre spécialité, il gagnerait environ 30% de salaire supplémentaire. Donc, ce n'est pas les personnes qui sont là pour l'argent. Prenez-le en compte. Et voilà, c'était un peu un discours que je souhaitais avoir. Maintenant, j'ai un peu parlé et je voulais, on aborde aussi un sujet qui me tient à cœur, qui est l'hygiène de vie. Euh, et, euh, et voilà, je ne sais pas si toi, tu avais des recos Ouais. là-dessus, Julien. Là, juste, je vais revenir juste un peu sur le psychiatre, psychologue et père aidance. Donc, pour moi, c'est vraiment les piliers qu'il faut absolument avoir, en tout cas au moins au début, quand on ne connaît pas trop bien, quand on ne se connaît pas trop bien, etc. Donc, c'est vraiment les trois trucs indispensables pour moi. Moi, aujourd'hui, j'ai les trois, du coup.
J'ai les trois. Et franchement, je ne pourrais pas me passer des trois. Et après, voilà, chaque situation est différente, chacun a sa propre bipolarité, son intensité, etc. Mais je conseille fortement les trois. Et à adapter. Toi, par exemple, le psychologue, t'en as moins besoin que moi, en tout cas. Mais c'est clair que tu fais du coaching à côté. C'est pas la même chose, mais ça compense. C'est donc ouais, franchement, je conseillerais les trois. Donc, voilà. Et par rapport à l'hygiène de vie, du coup, ouais, hyper important. Euh, que dire? Par quoi commencer? Les routines. Les routines. Le fait d'avoir des routines au quotidien, donc c'est-à-dire routine de sommeil, donc du lever, du coucher, routine au niveau de la prise de médicaments, donc ça, on appelle ça l'observance, la routine de la prise des repas, avec une alimentation équilibrée le plus possible, bien sûr, et routine de sport. Et bon, après, c'est toutes les routines, mais le fait d'avoir des horaires plutôt calés dans ces routines aussi, que ce soit des horaires fixes, le fait que quand on a un travail, ça sera d'avoir un travail avec des horaires fixes, des horaires qui sont le plus réguliers possible, régulières, réguliers. Alors là, j'en perds mon français. Et donc, ouais, les routines, c'est hyper important. Mais après, par rapport à l'hygiène de vie, il y a le sport. Je pense que c'est une des choses les plus importantes dans l'hygiène de vie. Euh, Après le sommeil. Je mettrais le sommeil, sport alimentation, enfin, au même Est-ce niveau, que je tu dirais. peux en parler peut-être pour toi, parce que c'est aussi ce qui est intéressant, dans le sens où je suis entièrement d'accord sur les grandes lignes, mais Ouais, comment est-ce que toi, justement, tu as mis en place ces routines et qu'est-ce qui est le plus important? Parce que, tu vois, enfin, pour parler du sommeil, j'en parlais ouais, avec mon psychiatre il y a quelques semaines, en fait, les études montrent aujourd'hui que le sommeil est le critère essentiel et qui permet en fait de déterminer l'arrivée d'une phase. ouais. Et d'ailleurs, posez-vous la question, il y a beaucoup d'études scientifiques qui commencent à démontrer que si vous avez un trouble du sommeil, donc vous dormez pas assez, vous dormez trop, c'est généralement annonciateur, donc posez-vous les Mm, questions. Maintenant, juste pour ma part, moi, le sommeil, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vraiment, si j'avais deux conseils, c'est boule caisse et masque de sommeil. Et je trouve que on le dit pas assez et c'est tellement basique. Mais le masque, le fait d'être dans un noir complet et d'avoir des boules caisses et donc de ne pas être réveillé lorsqu'il y a du bruit dans la rue, déjà, ça aide énormément. Et justement, bah, toi, de ton côté, Julien, bah, par exemple, par rapport au sport ou même d'autres sujets, comment est-ce que tu fais? Alors déjà par rapport au sommeil, pareil, hein, je trouve que c'est le nerf de la guerre. Moi, quand je dors bien, ma journée, elle est nickel, tu vois. Et par rapport aux boules qui et Au le masque, masque c'est vrai. pour les yeux, mais moi, en fait, je suis dans une rue où il n'y a personne la nuit, donc j'ai pas besoin de boules caisse. Et puis, je suis dans le noir total, donc donc j'ai pas besoin de. Mais c'est vrai que c'est quand on n'a pas cette possibilité-là d'avoir du noir complet et un silence complet, bah, bout de pièce et puis un masque pour les yeux, quoi. Et donc, ouais, le sommeil, nerf de la guerre. Et après, moi, je fais du sport le plus régulièrement possible. Si je pouvais faire tous les jours, j'en ferais tous les jours, mais en fait, c'est un peu trop fatigant, ça serait délétère pour moi. Du coup, j'en fais tous les 2 jours. Genre, par semaine, je fais 2 fois du badminton, donc le lundi soir et le jeudi soir. Donc, le soir, c'est pas idéal, mais au moins, ça me fait faire du sport quand même. Et après, je cours en général 2 fois par semaine et je fais une fois de l'escalade aussi par semaine. Donc, ça fait que je fais 5 fois du sport par semaine. Et en fait, je sens la différence de quand j'en fais pas, en fait. C'est quand j'en fais pas, je suis ramollo, mon humeur, elle est plutôt basse. Je culpabilise aussi. J'ai moins d'énergie. Donc, et mon sommeil, on est impacté, parce qu'on dort mieux quand on fait du sport, parce qu'on libère des endorphines, etc. Après, j'ai toujours été sportif. Donc, je comprends que pour ceux qui ne sont pas très sportifs, c'est peut-être compliqué de mettre une routine en place de sport. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux y aller progressivement, en mode faire de la marche 2, 3 fois par semaine, aller marcher une demi-heure tous les jours, toute la semaine, je ne sais pas. Mais adapter en fonction de son niveau, mais au moins faire quelque chose, une activité physique, en fait. Peu importe que ce soit un truc intense ou pas, mais en faire au moins un petit peu par semaine, quoi. C'est ça, et moi le premier, hein, je ne fais pas assez de sport. J'ai de la chance quand bah, je suis en vacances ou quand je suis à l'étranger de faire beaucoup plus de sport et parce que j'ai plus le temps.
Maintenant, quand je suis à Paris, bah, c'est pas toujours aussi simple et je fais pas obligatoirement mes sessions de sport. Et je pense que ce qui est important pour ma part, c'est d'essayer de pas culpabiliser non plus. On peut pas être parfait. On a un moment où on fait des entorses. Essayer au maximum bah, de respecter un peu les routines qu'on s'est fixées. Maintenant, il y a toujours des moments où c'est plus compliqué et faut un petit peu se juger soi-même, mais pas de manière négative, mais plutôt s'auto-corriger. Ouais, Ce que ouais, j'aime je mettre. pense qu'il faut être bienveillant avec soi-même, quoi. On peut se critiquer, on peut essayer de faire mieux, mais il faut toujours être dans la bienveillance parce que, en fait, je pense la manière dont on se critique, nous, on ne critiquerait pas l'autre de la même manière. S'il faisait la même chose, on ne critiquerait pas l'autre de la même manière. On dirait, mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Alors qu'à nous-mêmes, on dirait, mais putain, fais chier, je suis trop nul. Et toi, c'est par exemple, par exemple, moi, la méditation en ce moment, tu vois, en ce moment, j'ai du mal à méditer, je médite quasiment pas. Ça fait 1 semaine et demie que je médite quasiment plus, alors que j'avais fait un enchaînement de 230 jours, tu vois, où j'avais médité pendant 230 jours. Et là, je me suis en mode, bon, bah, vas-y, c'est pas grave, ça reviendra un jour, c'est clair, ça c'est bénéfique la méditation, mais là, peut-être que tu n'en as pas envie, tout simplement, et pas l'énergie pour t'investir là-dedans, et tu le feras plus tard. Mais je pense que c'est toujours garder cette bienveillance avec soi-même, parce que si on se rajoute une charge de culpabilité en plus de tout ce qu'on a déjà, ouais, on se met la misère en fait. Pour autant, et je pense que c'est important de garder une certaine exigence et de prendre conscience que ce qu'on ne fait pas, on va le payer. Et moi, c'est ce que je me dis aussi, c'est comme ça que je me motive, c'est que bon, bah, j'ai pas fait ma session de sport, je vais le payer d'une manière ou d'une autre. Donc, comment est-ce que je fais pour compenser avec autre chose? Et par Mm. exemple, me dire, OK, j'ai pas fait ma session de sport. Bon, maintenant, regarde pas une série, va au moins faire une marche dehors en écoutant un podcast. Ça me permet un petit peu de réduire le problème. Et après, un truc que j'aime bien aussi, que je fais pas systématiquement, mais c'est d'un petit peu faire le point sur ma journée et qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. Et ça, je le fais vraiment tous les jours, quasiment. C'est jamais, je suis pas un moine, donc je fais pas tous les jours, mais très régulièrement, on va dire 9 jours sur 10, c'est qu'est-ce que je peux améliorer dans ma journée. Et ça, c'est une Mm. chose, ça peut être faire une session de sport, ça peut être faire ma méditation. C'est un petit peu de faire mon suivi de routine. J'avais même créé un tableau de suivi de routine où on va vraiment un petit peu cocher les cases comme si on gagnait des points, comme si c'était un jeu Mm. vidéo. Parce que j'adore le concept des jeux vidéo qui vont nous donner des décharges de dopamine parce qu'on a atteint une quête, parce qu'on est passé au niveau supérieur. Et en fait, de reproduire ça, mais pour nous-mêmes. Parce que Ouais. moi, j'ai été à jouer à des jeux pour gagner de l'or virtuel. Alors, c'est quand même plus sympa de gagner des euros. J'ai été dans des jeux où on essaie d'augmenter sa force, alors que c'est quand même plus sympa d'augmenter sa vraie force, perso. Et oui, Et j'aime bien carrément. ce mécanisme. Et par exemple, dans le petit suivi de routine, je pourrais vous partager le PDF, mais ça va être quel est mon humeur du jour, est-ce que j'ai fait mes 8 heures de sommeil, est-ce que j'ai bu de l'eau au réveil, parce que c'est vraiment important pour s'hydrater. On ne le dira jamais assez, l'hydratation, c'est une des choses les plus simples à faire pour être en bonne santé. Les médicaments, le journal du matin, la méditation, le sport, les 9 heures de travail, le journal du soir. Mais après, ça, c'est ma propre routine. Et c'est Ouais. moi selon mes objectifs. Mais Et c'est je trop bien parce que moi, je me suis inspiré de ce que tu as fait. En fait, en fait, c'est le journal intime, hein. Et c'est l'outil que tu avais mis à disposition, et qui est toujours, hein, je pense, à ouais, disposition sur les ressources. Et du coup, pareil, je l'ai adapté pour moi. Et en fait, moi, c'est pareil, je fais 5 gratitudes tous les soirs, tous les matins. 5 gratitudes, mes réussites de la journée, donc ça, c'est que pour le soir. Mon émotion du moment, qu'est-ce que j'ai à améliorer dans la journée, les indicateurs qui feraient que je suis en telle ou telle phase, ça je l'ai rajouté il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc le sommeil, combien de temps j'ai dormi, et puis après la journée du lendemain, ma préparation de la journée du lendemain. Et ça me prend pas grand-chose, hein. Franchement, ça me prend 10 minutes max, grand max. et surtout, comment tu te sens quand tu l'as fait? Ben, en fait, c'est ma routine et je crois que j'aime.
je me sens mal. C'est pas que je me sens bien quand je le fais, c'est que je me sens mal si je le fais pas. Donc, du coup, je pense que je me sens bien quand je le fais, mais en fait, ça me permet de structurer mes journées. Ça me structure mes journées, ça me structure et c'est aussi ça me force à garder un état d'esprit positif et aussi une certaine exigence grâce à qu'est-ce que je dois améliorer dans ma journée aussi, tu vois. Mais en gardant l'esprit positif de tout ce que j'ai déjà fait de bien dans cette journée, sans se focaliser sur trop le négatif. Et je trouve que ça marche super bien. C'est grâce à l'écriture, je trouve. Je sais pas ce que toi t'en penses de l'écriture, mais moi, je surkiffe l'écriture. Ah, mais pareil, je pense que si pareil, c'est l'un des trucs les plus simples. Et là, on parle d'énormément de choses et on parle de ce qui nous marche pour nous, mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'études scientifiques. Et ce que je trouve intéressant, maintenant que je maîtrise un peu mieux le sujet et que je parle à énormément de pontes en psychiatrie, de pontes en psychologie, c'est que toutes ces choses-là ont été déterminantes dans le rétablissement et dans le fait de trouver sa stabilité et d'éviter les hospitalisations, d'éviter bien sûr les phases dépressives et maniaques importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on crée Upstage, c'est pour réellement donner des clés afin d'aider, nous aider, nous, en fait, en premier Mm. lieu, afin de justement apprendre à mettre en place ces routines. Et on a besoin d'aide pour le faire, parce que c'est pas toujours simple de le faire soi-même, et c'est là où un psychologue, par exemple, peut réellement nous permettre de faire un bond en avant. Il y a aussi d'autres sujets que je trouve intéressants qui est la nutrition, dont on a rapidement parlé, mais qui n'est pas assez évoqué. Et pour ma part, je me rends compte que ça a un impact énorme sur ma qualité de vie et ma santé, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale, puisqu'on est bipolaire et qu'on a envie d'échanger un sujet sur la bipolarité. En fait, c'est un tout. On est un corps et comme on le dit souvent, on est ce qu'on mange. Et si Mm. on mange n'importe quoi, bah, on va pas être en mesure d'avoir les bonnes vitamines qui vont faire que notre corps va être en bonne santé et ce qui va faire qu'on va fort probablement se mettre dans des situations risquées. Je pense par exemple aux phases dépressives qui par le passé ont pu durer pour ma part assez longtemps parce que je mangeais mal. Et à partir du moment où je ne mangeais pas à des heures fixes et que j'avais tendance à ne pas prendre le temps de préparer des plats avec des fruits et des légumes, et ben, je mangeais des pâtes. Le fait d'avoir des pâtes faisait que j'avais pas d'énergie, et vu que j'avais pas d'énergie, j'avais pas envie de me faire autre chose que des pâtes. Mm. Et vraiment, la nutrition, c'est loin d'être à sous-estimer. Il y a beaucoup de choses maintenant qui existent pour faire des plans de nutrition, et c'est Mm. pas facile de changer son alimentation, mais vous pouvez pas imaginer l'impact que ça peut avoir et que ça coûte quand même pas si cher que ça. Aujourd'hui, bon, certains vont dire que ça coûte cher de bien manger. Maintenant, vous achetez un Coca-Cola, vous prenez de l'eau du robinet, ça coûte moins cher de prendre de l'eau du robinet. Donc il y a quand même aussi des manières de le faire. Et il y a beaucoup, pour ma part, tout ce qui va être anti-gâchis, marché, d'acheter des produits qui sont moins beaux, mais qui sont pourtant avec des qualités nutritives présentes. Et ben en fait, on arrive à s'en tirer à vraiment acheter des fruits et des légumes pas chers et donc pouvoir être en bonne santé à moindre coût. Mm. Et ça me fait penser que tu disais on est ce qu'on mange. Il y a aussi le titre du livre qui dit notre intestin, ce deuxième cerveau, notre deuxième cerveau. Et il y a une ou deux études que j'ai vues, alors je ne saurais pas dire préciser lesquelles, mais qui parlaient de l'importance justement du système digestif dans l'apparition des problèmes psychiques. Du coup, c'est intéressant parce qu'aux États-Unis, apparemment, ils se penchent plus sur ce sujet que par ici. Il y en a certains qui diraient même que les problèmes psychologiques apparaîtraient du fait du système digestif qui serait détraqué ou des trucs comme ça. Donc, c'est peut-être pas que ça, mais en fait, je trouve qu'il y a des pistes aussi à aller dans la nutrition, à aller creuser justement pour réguler nos humeurs et tout. La nutrition, c'est le point, tous les soirs, je dois le mettre dans améliorer. Hein. Je mange hyper mal en ce moment. Je vais garder un peu de positif parce que je mange quand même en dessert que des bananes ou des pommes ou des mandarines. Donc ça, c'est le positif. Mais c'est vrai que je sens que mon alimentation grasse, du coup, est quand même assez grasse, fait que je manque d'énergie. Comparé à quand je me faisais des plats plus sains
entre guillemets. Non, même pas entre guillemets. Je sens que j'ai moins d'énergie qu'avant. Donc ça a un impact forcément du coup sur l'humeur. Et enfin, c'est un cercle vicieux. Après, du coup, on a moins d'énergie pour faire à manger, etc. Comme tu le disais, tu vois. Donc c'est là, ouais, l'alimentation, je trouve ça hyper important. Et c'est pas facile, c'est pas évident, je trouve. C'est même s'il y a une certaine facilité à trouver des plans de nutrition, etc. Que ça coûte pas forcément très cher, parce que acheter des légumes, enfin, on n'est pas obligé d'acheter bio en fait les légumes, donc c'est pas forcément si cher. Mais je trouve ça assez compliqué de s'y contraindre entre guillemets, de s'y mettre, de cuisiner, parce que ça prend du temps de cuisiner, parce que quand on est tout seul, c'est moins fun. C'est plein de paramètres qui font que la nutrition, je trouve ça compliqué, moi. Et pour autant, toi, tu fais même des légumes. Tu peux me parler du côté potager, c'est rigolo. Alors que je produis des légumes. C'est encore plus paradoxal, quoi. Non, non, mais c'est rigolo. Mais tu parles du gras, mais moi, je tiens surtout à parler du sucre personnellement. Les choix que j'ai faits, ça n'a pas spécialement été sur le gras parce que de ce que j'ai pu comprendre à titre personnel, n'étant pas nutritionniste, c'est que oui, bon, le gras n'est pas parfait, mais l'ennemi numéro un, c'est le sucre. Et le sucre, il est présent partout et notamment dans la plupart des produits industriels. Et le choix que j'ai pu faire à titre perso, c'est qu'en fait, il fallait arrêter et je m'interdis d'acheter certains produits. Parce qu'à partir du moment où j'ai ces produits qui sont à portée de main et qui sont facilement accessibles, je vais craquer, je le sais. C'est un peu comme quand on a une facilité à voir quelque chose facilement, c'est toujours plus simple d'ouvrir un paquet de chips ou un paquet de cookies que d'aller préparer quelque chose. J'interromps l'échange quelques secondes pour te demander de nous mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, cela nous aide beaucoup à sensibiliser sur la bipolarité et briser les tabous. Allez, c'est reparti. Nos repas se préparent au supermarché quand on fait nos courses. Et c'est là qu'il faut. Moi, j'essaye de me forcer à pas acheter certaines choses. Alors, des fois, je craque, mais j'essaye le maximum. Par exemple, je sais que des céréales avec des chocolats, quand je vais au supermarché, j'en achète plus. Parce que je sais que je vais les exploser en 2 jours. Et pareil, petite astuce, si vous voulez éviter d'acheter des choses qui vous donnent envie au supermarché, mangez avant d'aller au supermarché. Comme ça, vous n'avez pas faim. Et comme ça, vous ne vous dites pas, ah ouais, mais là, ça, je prendrais bien ça. Petite astuce, nutrition. Oh, mais c'est intéressant. Et ouais, c'est ça, de ne pas acheter certains produits. Maintenant, la nutrition, c'est un très long sujet, c'est très compliqué, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez Ouais. et c'est important à prendre en compte. En fait, ce qui est intéressant dans ce qu'on raconte là depuis le début, c'est que tout est lié et tout est logique. Et aujourd'hui, on parle de traitement sur la bipolarité, mais on est en train de déconstruire le fait que c'est uniquement via le fait d'aller voir un psychiatre et de prendre des médicaments. On est vraiment sur quelque chose qui est global. Et en fait, c'est de la volonté. Et c'est ça qui est dur au quotidien. C'est qu'il faut que tout fonctionne et que tout soit bien mis en place pour arriver à cette sacro-sainte stabilité. Et ça, ça nécessite d'avoir un rêve, ça nécessite d'avoir des objectifs et de savoir où on veut aller. Et c'est quelque chose qu'on essaie de travailler au plus et au maximum et qui n'est pas facile. De se dire, mais quel est mon rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pourquoi est-ce que je veux aller là? Et c'est ça qui ensuite donne la volonté pour mettre en place ces différentes actions. Je vais donner un exemple. Personnellement, j'ai la chance d'être passionné par ce que je fais dans mon travail, qui est le fait d'aider les personnes bipolaires comme moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui fait que lorsque j'ai une tentation, lorsque un pote me dit ah ben tu reprendrais bien une pinte ou allez vas-y on va en boîte ou même quand j'ai envie d'aller j'en sais rien manger du chocolat ou quoi, il y a cette petite voix entre guillemets qui me dit non mais si tu fais ça, tu vas pas pouvoir atteindre tes rêves et tu vas pas pouvoir être épanoui. Et ça me donne la force, entre guillemets, de résister. Et il y a un travail qu'il y a à faire alors, avec son psychiatre, avec son psychologue, avec son coach, son père aidant, avec n'importe qui. Ça peut aussi être avec des proches. Mais de vraiment réfléchir à vos objectifs de vie parce que c'est de ça que va découler votre volonté et donc votre réussite. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on rediscutera dans nos séances de pérédance. Parce que moi, par exemple, en ce moment, je manque de clarté sur ça, en fait. Et je sens que ça a un impact sur mes choix, forcément. Parce que du coup, je fais des choix qui vont pas aller dans le sens d'une bonne stabilité. Je bois plus d'alcool, je sors un peu plus, je fais moins attention à la bouffe.
Et, et je sens que c'est lié justement à ce que tu viens de dire, au fait que mes objectifs sont moins clairs. J'ai un peu perdu de la clarté sur tout ça, en fait. Donc, prochaine session, au travail. Ouais, mais je pense qu'on a tous des moments comme ça et il faut pas Et le oui. sous-estimer. Moi, le premier, sincèrement, je suis pas parfait du tout. Il y a plein de moments où je me dis, mais t'as pas assez travaillé, pourquoi est-ce que là, t'arrêtes à 17h30 et tu regardes une série, tu devrais faire plus. Et voilà, tout ça pour dire que je pense que on a tous nos failles Mm. et je pense qu'il faut aussi, et c'est ce que tu disais assez bien, ne pas culpabiliser et tout de même continuer d'avancer. Euh, Ouais, garder cette bienveillance envers soi-même et se dire, c'est un passage. C'est un passage, ça va passer, on va passer à autre chose à un moment donné. Et, euh, et d'ailleurs, pour s'aider à ça, on peut passer sur la partie se faire aider grâce aux proches. Communiquer avec les proches, en fait, avec son entourage. Moi, par exemple, j'utilise. Je communique beaucoup avec ma mère, mais oui, je l'utilise du coup. Désolé, maman. Ouais, je communique beaucoup avec ma mère et ça me permet vraiment de prendre du recul, voir quel est mon état d'esprit. Elle me donne un retour sur est-ce que je suis dans une phase, comment je me sens, comment elle me perçoit. Et c'est hyper utile. C'est hyper utile. Donc, à partir et ça peut être, moi, c'est un parent, donc c'est ma mère, mais ça peut être un pote, ça peut être une personne lambda aussi, juste une personne à qui on a confiance, en fait. et c'est tellement important de pouvoir compter sur ses proches et que ses proches comprennent aussi ce qu'on vit. Mm. Parce que pour ma part, ça a été un sujet et j'ai eu la chance que ma copine puisse se renseigner et l'envie d'apprendre sur la bipolarité et de pouvoir un petit peu étudier et analyser ce qu'il en est. Et donc, c'est plus facile pour moi de pouvoir lui en parler. Et pareil, je suis un peu comme toi, ma maman est quand même essentielle et j'ai la chance de pouvoir compter sur elle et de pouvoir lui demander de l'aide. Et demander de l'aide est quelque chose qui fonctionne tellement bien. On sous-estime à quel point les gens aiment aider les autres. Je dis toujours que la première chose à faire lorsqu'on veut rencontrer quelqu'un de nouveau et qu'on souhaite réellement créer des liens, c'est de lui demander de l'aide. Je le fais tout le temps personnellement dans mon entreprise. Quand je vais parler à un nouveau psychiatre, quand je vais parler à, par exemple, un directeur des ressources humaines dans une grande entreprise, je vais plutôt avoir une manière de l'aborder où je vais lui demander des conseils, je vais lui demander de l'aide parce que Mm. ça valorise la personne et ça montre que je respecte son expertise. Alors là, j'en parle dans le milieu professionnel, mais même de niveau individuel. Vous imaginez pas à quel point vos amis se sentent mis en avant lorsqu'on leur demande leurs avis, leur expertise. Ça flatte l'ego. Et donc vraiment, faites-le. Et donc, la communication avec les proches est essentielle. Il y a un autre point qui est important, que j'ai un petit peu évoqué, et je peux avoir ton avis, c'est est-ce que toi, tes proches se sont renseignés sur la bipolarité et est-ce qu'ils en savent assez bien les tenants, les aboutissants? Ma mère, elle s'est vraiment bien renseignée. De toute façon, elle m'a suivi à l'hospitalisation. Oui, elle s'est renseignée. Elle a lu mes articles aussi. Et du coup, voilà, on explique quand même de manière assez vulgarisée ce que c'est. Donc oui. Et puis au fur et à mesure, elle a appris à me connaître moi, ma bipolarité très spécifiquement. Et du coup, puis bah, c'est une maman. Hein, elle capte direct. Est-ce que tu es de bonne humeur? Est-ce que tu es de mauvaise humeur? Est-ce que là, tu es irritable? Est-ce que là, tu es en phase dépressive? Là, elle capte assez rapidement. Hein. C'est pas un secret pour elle, quoi. Mais ça, c'est important et comme tu l'expliquais assez bien, Julien, c'est le fait qu'il faut nous aider aussi à détecter nos phases et Mm. à comprendre et à nous mettre un petit peu, euh, des fois, le doigt où ça fait mal et de dire, bah voilà, là, j'ai l'impression Ouais. qu'on est en train de partir dans une phase. Et ça, les proches peuvent le faire assez facilement. Et l'avantage, c'est qu'on va les voir souvent très régulièrement, Mm. potentiellement tous les jours. Et donc, il y a cette régularité qui va vraiment aider. Ouais. Alors qu'un psychiatre, alors ça va dépendre des situations, mais généralement, on va le voir peut-être une fois par mois, par exemple. Ouais. Et donc, des fois, attendre un mois avant d'avoir un nouveau retour, c'est compliqué. Et Et je reviens- pardon. c'est là où je trouve qu'en fait, dans ce que propose Upstage, par exemple, les trois sont indispensables, le psychologue. Parce que toi, tu l'utilises pas parce que
tu as peut-être tes proches qui sont là, qui sont bien présents, qui comprennent la maladie, qui t'aident, etc. Mais ceux qui n'ont pas vraiment de proches avec qui partager ça, le psychologue, il devient indispensable. C'est une personne que moi, régulièrement, je vois quasiment toutes les semaines. Quand je vais mieux, c'est toutes les 2 semaines. Mais avec ma psychologue, j'évacue tout, en fait. J'évacue tout. Elle me permet de comprendre des choses que j'aurais jamais compris tout seul ou même avec mes parents, avec ma mère. Et donc, pour moi, c'est pour ça que le psychologue est indispensable. Tu vois. Ouais, clairement. Et il y a le fait aussi d'avoir, alors moi je parle du côté psychiatre, il y a certains psychiatres, il faut le savoir, et c'est souvent des psychiatres où ça coûte plus de 100 euros la séance, mais qui vont faire de la psychothérapie. Et donc c'est des séances qui sont longues, et c'est mon cas. Après, la plupart des psychiatres qui sont secteur 1 n'ont pas le temps, parce que financièrement ils ne peuvent pas s'y retrouver, de passer 1 heure en consultation. Et donc Et ça, du ça coup, dépend aussi de quel. excuse-moi, ton psychiatre, du coup, c'est 1 heure, mais c'est tous les mois, c'est ça? Alors, c'est environ 1 heure, hein, c'est pas systématique, Ouais. mais oui, c'est tous les mois. Et c'est un choix qui est de payer un petit peu plus cher, mais donc, Ouais. et c'est quelqu'un qui est psychothérapeute. Alors, il faut savoir qu'il y a des psychiatres qui ont des spécialités. Il y en a, par exemple, qui se spécialisent en TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Il y en a qui deviennent psychothérapeutes, donc ils font ça en plus de leurs études en psychiatrie, qui représentent déjà 10 ans d'études. Maintenant, il y a un autre point qui nous tient à cœur et qu'on essaie de plus en plus de mettre en place, surtout lorsqu'on travaille avec des personnes qui n'ont pas un traitement et qui ne sont pas stabilisées, c'est le fait de pouvoir utiliser la technologie et pour pouvoir détecter certaines choses. Alors, on travaille avec Jardin Mental, je connais assez bien le fondateur, c'est une application qui a été créée au sein du ministère de la Santé. En fait, c'est le ministère de la Santé qui va financer l'application via aussi c'est la sécurité sociale, je crois, les agences régionales ARS. De santé. De Et, santé. et donc, en fait, ce qui est assez bien, c'est que les données déjà sont anonymisées. Donc, vous n'avez pas besoin de créer votre propre compte. Donc, personne ne va pouvoir les utiliser à votre rencontre. Le ministère de la Santé non plus n'a pas intérêt, vous imaginez bien, à que ils utilisent vos données à votre, entre guillemets, pour votre mal. Vous imaginez le scandale que ça pourrait faire. Et pour connaître le fondateur, c'est un beau projet, il fait ça de manière positive. Et l'idée, c'est en fait de pouvoir écrire régulièrement comment est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez bien dormi, est-ce que vous avez fait vos sports, est-ce que vous avez pris vos médicaments, et de partager de manière proactive ces informations. C'est-à-dire que vous allez décider, par exemple, tous les samedis ou tous les, j'en sais rien, tous les mois, vous allez partager ces informations par mail avec votre psychiatre, votre psychologue, votre père aidant, par exemple. Et ces informations vont nous permettre d'être en mesure d'adapter, par exemple, le traitement médicamenteux, de pouvoir comprendre aussi un peu plus dans quelle phase vous êtes pour pouvoir, en amont de la consultation, travailler sur ce qu'il va falloir faire et réellement être proactif. Et ça, on essaie de le faire au maximum et c'est ce qu'on essaie, vous avez bien compris, d'avoir cette logique d'accompagnement qui est individualisée avec une optique 360, en fait, avec différentes choses qui sont mises en place autour de vous. Et on en arrive à tout ce qui va être associatif, avec par exemple les groupes de parole. Donc, je peux parler très rapidement. On a une communauté d'entraide avec un peu plus de 2000 personnes qui est gratuite et ouverte à tous et à toutes. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, on mettra le lien en description. Mais on travaille aussi beaucoup avec le milieu associatif pour notamment vous mettre en relation avec des associations. Et connaissant assez bien la plupart des associations maintenant dans la bipolarité, je vais être en mesure, parce que c'est moi qui m'en occupe, on est encore à taille humaine, vous mettre en relation avec les bons contacts et avec les bonnes associations. Est-ce que toi, tu as des expériences par rapport à la partie associative, Julien? Moi, mes expériences, en tout cas, elles se sont faites uniquement en virtuel, déjà. Et je trouve, en fait, que, et ça, c'est mon opinion, hein, pour moi, en tout cas, j'ai pas l'envie de m'investir dans une association, dans le sens enfin, pas être bénévole justement, mais être patient de l'association, entre guillemets, dans le sens où, en fait, ça ferait trop d'informations bipolaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Déjà qu'on on en discute beaucoup ensemble, il y a déjà les phases qui arrivent que je discute avec ma mère, le psychologue, le psychiatre.
Et j'ai pas envie d'être tout le temps dans le monde de la bipolarité non-stop. Je trouve ça épuisant. Du coup, j'ai été un peu vers les associations type la Maison Perchée, qui est géniale, qui fait de la paire et danse. Mais je m'en suis assez vite extirpé dans le sens où c'était trop pour moi. Mais c'est personnel, c'est un avis complètement personnel et je trouve que ce qu'ils font, c'est génial. Et ça correspond à d'autres personnes que moi. C'est la particularité des associations et en fait, tu résumes bien ce qu'on explique aujourd'hui, c'est qu'on parle de nous, notre sentiment personnel et qu'est-ce qui est dit par la recherche scientifique et qu'est-ce qui est dit par la théorie. Maintenant, c'est à chacun de construire ses outils, ses piliers et les choses qui vont leur faire du bien. On est tous différents et c'est ça qui est très compliqué d'ailleurs, nous, dans ce qu'on fait dans notre accompagnement, c'est que on va pas prendre notre baguette et utiliser la même formule à chaque fois pour chaque personne. Il y a des gens qui sont plus sportifs que d'autres, il y a des gens qui mangent bien, qui mangent moins bien, il y a des gens qui ont besoin de plus de parler. Et en fonction de ça, on va pas mettre en place les mêmes actions, la même temporalité, la même fréquence. Et au niveau des associations, clairement, il y a la Maison de Perché, Clubhouse, dont je dois parler aussi, qui est très bien, qui sont des associations qui ne sont pas spécialisées sur la bipolarité, mais qui sont réellement bien tenues et qui ont cette mission qui leur tient à cœur d'aider leurs membres, ce que l'on ne retrouve pas systématiquement. Hélas, il faut le savoir, dans le milieu associatif, c'est pas toujours rose. On a tendance à voir les associations comme les gentils de l'histoire et les entreprises comme les méchants de l'histoire, mais pour avoir vécu et avoir compris un petit peu plus comment ça se passait, dans le milieu associatif, il faut savoir que les associations sont dépendantes de financements, que ce soit public et privé. Et ces financements publics et privés ne sont pas illimités. On va imaginer que l'État français a un budget de 1 million d'euros pour financer les associations dans la bipolarité. S'il y a une association, cette association va récupérer 1 million d'euros tous les ans. Si jamais il y a deux associations, ça veut dire que les associations vont devoir se partager cette enveloppe de 1 million. Et donc, obligatoirement, l'association qui avait par exemple 1 million d'euros, l'année d'après, elle va se retrouver avec 800 000 euros. Et donc, elle va avoir un budget qui est réduit. Et c'est la deuxième association qui va récupérer les 200 000 euros. Et donc, l'association qui auparavant avait 1 million d'euros et se retrouve avec 800 000 euros, va faire très souvent la guerre à l'association numéro 2 parce qu'elle sait pertinemment que nouvelle association égale baisse des subventions et donc qu'elle ne va pas pouvoir parfois payer les salaires ou même faire des projets qu'elle avait l'ambition de faire. Et je trouve qu'on en parle assez peu, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait une association, c'est qu'on est très dépendant de la volonté, que ce soit des hommes politiques, mais on est aussi dans un nid de crabe parfois, où on se fait tirer dessus par d'autres associations qui sont pas spécialement uniquement là pour aider le patient, mais qui sont là pour défendre leurs intérêts et défendre leur bourse. Maintenant, les deux associations que j'ai citées là, que ce soit La Maison Perchée et Clubhouse, ils sont vraiment des associations qui ont réussi à se diversifier et notamment à aller chercher des financements privés, qui eux sont un peu plus extensibles. Les entreprises ont beaucoup d'argent, en tout cas la plupart qui ont des fondations ont les capacités justement de financer. C'est un investissement qui peut être plus important, donc il y a un petit peu moins ce côté compétition, même si ça peut exister. Maintenant, de mon humble expérience, de ce que j'ai pu voir de ces deux associations, je vous les recommande vivement. Donc n'hésitez pas à les contacter. Euh, et c'est vrai qu'il y a un sujet dont on a assez peu parlé, mais qui sont les groupes de parole, le fait d'échanger au sein de groupes et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Nous, on a aussi créé une communauté qui s'appelle Groupe de parole pour bipolaire, qui est donc ouverte à tous et toutes sur Facebook. N'hésitez pas à vous inscrire, ça fait toujours du bien aussi des fois de décharger et de parler à des personnes qui sont comme nous et qui sont eux-mêmes bipolaires. Voilà, mais c'était important. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter sur la partie association? Tu as fait le tour. Tout simplement, un point alors qu'on a créé ensemble, et je ne sais pas si tu as les notes devant toi, mais sinon je vais les lire, c'est l'après-go. Tu les as? Je vais te laisser introduire l'après-go. On a créé un acronyme qui s'appelle Après-Go et qui permet de retenir vraiment toutes les étapes qui permettent de mieux vivre son trouble bipolaire. Donc, c'est le A pour acceptation, le P pour psy, pour psychothérapie, psychiatre,
R pour routine, sport, méditation, sommeil, activité, travail, bénévolat, etc. E pour entourage, famille, couple, amis. G pour groupe de parole et O pour outils, avec le journal intime, le journal de 5 minutes, les plans d'action, journal de l'humeur, diagramme de l'humeur, etc. Donc vous pouvez utiliser cet acronyme tous les jours, le garder en tête après go, après go. Ah tiens, après go. Ah, le R c'est quoi? Ah, routine, allez, hop, il faut que je tienne mes routines. Au fur et à mesure, de toute façon, en pratiquant, on n'a même plus besoin de l'acronyme, c'est vraiment on pratique et puis voilà. C'est ça, et dans ce qu'on a pu parler aujourd'hui, c'est que c'est quand même des choses qui semblent couler de source. On n'est pas dans des remèdes de chaman hyper compliqués, parce que ça existe, hein. Et moi, j'ai un ami, par exemple, qui a des difficultés, et en fait, quand tu es un peu désespéré, tu en arrives parfois à chercher des solutions qui sont particulièrement insolites et parfois néfastes. Il y a des propositions de faiseurs de miracles qui vont vous aider avec des potions magiques. On peut rigoler de ça, mais ça existe. Et le nombre d'arnaques, c'est un peu comme les gens qui vous promettent de devenir riche en 2 jours grâce à un super truc pour gagner de l'argent en ligne. Euh, Enfin, nous, les premiers, on n'est pas en mesure de pouvoir vous dire que vous allez pouvoir trouver la stabilité en 2 temps 3 mouvements. Ce qu'on est juste capable de dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent et il y a un travail de long terme à faire. Et donc, partez du principe que, et d'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que c'est du bon sens? Est-ce que c'est des choses qu'aurait pu me dire, on a parlé tous les deux de notre maman, est-ce que c'est quelque chose qu'aurait pu nous dire notre mère? Et ça, je trouve que c'est important. Donc, pour revenir vraiment, l'acceptation et donc la compréhension en amont de la bipolarité. Donc, comprendre, donc chercher à se renseigner, à savoir, et donc par la suite à l'accepter pour pouvoir évoluer et accepter aussi les changements que ça va entraîner dans notre vie. Bien sûr, le fait d'aller voir un psychiatre, un psychologue, un père aidant. Donc ça dépend de chacun, mais généralement, l'hygiène de vie, comme vous le savez assez bien, je répète encore toutes ces informations parce qu'on sait très bien que c'est la répétition qui fait que ça va être ancré et que vous allez pouvoir le mémoriser. Mais donc, posez-vous les questions, communiquez aussi à votre entourage, et ça, c'est jamais facile de le faire. Il faut avoir un petit peu de courage, n'hésitez pas, et c'est pour ça que vous avez votre accompagnement qui est en amont avec votre psychologue, votre psychiatre et autres, parce que ça vous aide et c'est vraiment étape par étape. Nous, on parle des étapes de l'espoir chez Upstage, parce que c'est vraiment le nom de Upstage si on le traduit, et qu'on ne peut pas tout faire en même temps, et qu'il faut construire au fur et à mesure son rétablissement. Et puis, bien sûr, tout ce qui va être groupe de parole, père et danse avec de la psychoéducation via des associations. Et tout ça doit vous permettre de garder à l'esprit votre objectif. Et c'est ça qui est l'essence de votre établissement. C'est pourquoi est-ce que je vis, pourquoi est-ce que j'ai envie d'être heureux, comment est-ce que j'ai envie d'être épanoui. Et ça, c'est un travail qui est très long terme et qui prend du temps. Pensez pas qu'en travaillant avec qui que soit, vous allez du jour au lendemain vous rétablir et que tout va bien se passer. Maintenant, et ça, on peut entre guillemets vous le promettre. Alors, je mets même des guillemets, c'est pour dire. Mais on peut vous promettre que sur la durée, si vous mettez en place toutes ces actions en parallèle, vous allez avoir une amélioration significative de votre vie et vous allez éviter la majorité des phases problématiques, donc des phases aussi qui sont trop importantes, dépressives ou maniaques. Et le but, c'est bien sûr d'éviter, hélas, les drames que sont par exemple l'hospitalisation. Moi, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un épisode qui me tient à cœur. C'est quelque chose où ça fait quand même maintenant des mois et des mois et des milliers d'heures que je travaille sur ces sujets-là. Ça fait combien de temps que tu as commencé ce projet? Parce que tu disais justement que tu ne te rémunérais pas encore, mais pour que les gens ils aient conscience vraiment depuis quand tu travailles sur ça sans te rémunérer, ça fait combien de temps? En fait, j'ai travaillé, et c'est un petit secret, mais j'ai travaillé pendant que j'étais salarié. Donc, je n'avais Je me pas souviens. vraiment le droit de le faire, mais ça me tenait à cœur. Mais j'ai commencé un petit peu à faire des choses. Maintenant, j'ai fait ça depuis un peu plus d'1 an, où je suis vraiment à temps plein. Donc, on va dire début 2022, j'ai vraiment fait des semaines de 45 heures par semaine.
pour justement travailler sur Upstage. Et aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à gagner ma vie. Je perds même encore de l'argent. Concrètement, ce projet, ça fait 2 ans que tu l'as commencé. Et oui, c'est ça. Ça fait 2 ans. Même plus. Et je trouve que ouais, c'est important de le Oui. dire aussi dans l'entrepreneuriat. On entend beaucoup ce discours que c'est génial, les gens deviennent millionnaires, qui font ça pour l'argent. Pour vous dire, moi, je suis des fois dans des situations compliquées financièrement, et pour autant, je suis toujours là, et parce que heureusement, j'ai cette passion et j'ai envie d'aider les autres, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis toujours là et je continue de bosser. Et c'est super parce que ça évolue, et quand on voit la tournure des événements, ça fait plaisir. On est de plus en plus nombreux d'ailleurs sur le podcast. On est de plus en plus nombreux à bénéficier et à pouvoir s'améliorer. Maintenant, ne croyez pas, et voilà, on en parlait exactement dans la bipolarité, ne croyez pas que l'entrepreneuriat c'est facile. C'est compliqué et ça prend du temps. Et sincèrement, posez-vous d'ailleurs la question quand vous parlez d'objectifs, quand vous parlez de rêves. N'hésitez pas à avoir des étapes intermédiaires. Et moi, j'entends aussi beaucoup trop de personnes qui me parlent de leur rêve ultime, où ils vont m'expliquer qu'ils veulent travailler 2 jours par semaine et vivre aux Bahamas avec une fille rêvée, etc. Bon, je suis dans le cliché. Maintenant, qu'est-ce qui est l'étape intermédiaire pour arriver là? Alors, rien n'empêche d'avoir des rêves qui soient un peu exceptionnels. Maintenant, avant d'en arriver là, comment est-ce que vous allez faire déjà pour vous lever tous les matins à 9 heures? Des fois, ça peut être une étape nécessaire, et ça peut être l'objectif qui fait que vous allez être heureux de votre journée ou voire même de votre semaine. Et j'en reviens vraiment à ces bases-là. Je ne sais pas si toi, tu avais quelque chose à partager, parce que c'est jamais simple le fait de mettre en place ces objectifs. Tu l'as bien dit, il faut diviser son objectif, son grand objectif en de plus petits objectifs. Et après, il faut faire un pas après l'autre, en fait. C'est con, hein, mais une pierre après pierre, on monte un mur, quoi. Voilà. Et voilà, et cette pierre, aujourd'hui, on est mi-février 2023, et c'est vrai que bah voilà, faut grinder, il faut continuer, il faut aussi se récompenser. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et notamment, on ne peut pas toujours être à bosser à 2000%. Mais je parle à titre perso, et même dans la bipolarité, il y a des moments, il faut aussi prendre les louanges, et il faut aussi vous donner un petit tape sur l'épaule en vous disant c'est bon, là j'ai réussi à faire ça, et c'est top. Et par exemple, tout à l'heure, Julien, tu étais un peu négatif, tu parlais que tu avais des routines qui étaient un peu moins bien au niveau de l'alcool, mais il y a aussi des choses qui se sont améliorées, et il ne faut pas le sous-estimer. Et on a des moments, et je pense moi le premier, on a des moments où on est moins bien. Et je pense que c'est important que je vous le dise aussi moi, que voilà, j'ai aussi des moments où ça va moins bien, et que c'est pas parfait, et que c'est pas facile. Donc voilà, je tenais à le partager. Yes. Alors, je re-switch sur un autre sujet qui est après-go. J'ai eu un petit déclic là pendant qu'on en discutait, parce que tu as mentionné le côté compréhension avant l'acceptation, comme on l'avait dit tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça serait pas mal de mettre le C avant, qui donnerait cap-rego. Et après, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit tiret entre cap et rego. Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, ça donne cap-rego. Donc, ça fait cap, donc comme si on se donnait un cap de la renégociation pour soi-même sur chaque point. Renégociation de la nutrition, du sommeil, et constamment renégocier son hygiène de vie finalement. Donc, je trouvais que c'était intéressant et je voulais le partager. Donc, cap, rego. C'est une bonne initiative. C'est là qu'on voit qu'on est bipolaire, on a les idées qui partent quand même. Ouais. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Non, mais c'est top. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je pense qu'on avait fait l'un des épisodes les plus longs, et c'était avec le cœur. Ça faisait plaisir de se retrouver avec Julien. Ça faisait longtemps qu'on avait rien fait ensemble. Et je vous souhaite une superbe journée. Allez, salut tout le monde. Ciao, ciao. Allez, bye. Pour trouver toutes les informations autour de la bipolarité, je vous donne rendez-vous sur notre site internet upstage.com, HOPESTAGE.com, et je vous dis à très bientôt.